Prenez place, bienvenue à tous. Je suis Henri de Grossouvre, je vais animer ce débat. Je représente notamment le Cercle Colbert, dont nous avons la chance d'avoir parmi nous le président Jérôme Jérôme Coumet. Il était là il y a 5 minutes. Ah, il est là, pardon, excuse-moi. Qui est maire du 13e arrondissement et qui est coprésident du Cercle Colbert. Avant de commencer, je donne la parole à Étienne qui nous reçoit, qui va dire quelques mots au nom de Léonard et de Vinci. Exactement. Merci. Bonsoir. Donc, au nom de toute l'équipe Léonard, je tiens à vous remercier d'avoir choisi ce lieu, d'être présent et de faire preuve de curiosité parce que nous sommes dans un lieu d'innovation et donc on aime bien les esprits assez curieux. Voilà. Alors, de manière assez simple, le projet Léonard a été créé il y a à peu près 2 ans et demi. Ça a été une initiative du comité exécutif de Vinci qui s'est rendu compte qu'il fallait être en prise avec des écosystèmes innovants. Et donc, c'est un peu pour réussir à raccrocher à tous ces sujets-là que ce lieu a été développé et que nous sommes implantés ici dans le 12e arrondissement il y a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an. Voilà. Donc, les écosystèmes innovants, ça peut être finalement une difficulté pour le groupe Vinci parce qu'un grand groupe ne sait pas toujours travailler avec des startups et donc il faut réussir à mettre en place soit des automatismes, soit des outils pour répondre à des appels à projets par exemple. Je pense que vous avez tous entendu parler des appels à projets de réinventer ou inventer Paris. Ça s'est étendu également dans d'autres villes comme Angers, comme Toulouse et donc c'est vraiment un enjeu pour le groupe comme Vinci de réussir à créer ces écosystèmes et à se positionner sur l'ensemble de ces sujets. Après, les autres problématiques auxquelles nous souhaitons répondre pour le groupe Vinci, c'est l'évolution de tous nos métiers. Donc, ce sont les métiers du contracting, construire, et les métiers des concessions. Et ça, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire en fait de manière isolée. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce lieu. Être dans le 12e arrondissement, être à proximité d'autres incubateurs, d'autres entreprises qui ont envie d'avancer, nouer des partenariats. Et donc, disposer d'un lieu comme Léonard, c'est aussi s'ouvrir vers l'extérieur et proposer à de potentiels partenaires qui sont publics, privés, d'interagir avec nous et imaginer l'avenir des villes et des infrastructures de demain. Et donc, pour répondre à tout ça, et pour accompagner l'ensemble des collaborateurs du groupe, en fait, on a structuré ce projet Léonard autour de 2 grandes verticales. La première, ce sont les explorations. Et donc, pour nous, explorer, c'est avant toute chose mettre en place des outils de veille, scanner l'actualité, le diffuser dans le groupe, le diffuser à l'extérieur et faire en sorte que tous les collaborateurs soient en prise avec les sujets du moment. C'est également produire de l'événementiel. Et ça vous concerne parce que ce lieu est ouvert et donc nous avons tout plein de conférences, de tables rondes qui sont ouvertes à tout le monde, que ce soit aux collaborateurs mais également à vous. Et puis le dernier chapitre, c'est la prospective. Identifier les thèmes émergents. La prospective, c'est imaginer des scénarios futurs, lointains, mais surtout souhaitables, sur des thèmes comme l'IA, sur la digitalisation de la construction, sur la mobilité autonome. Et donc, nous alimentons par ces travaux, en fait, tous les métiers du groupe et nous cherchons à les sensibiliser à ce que peut devenir, finalement, leur métier dans des horizons de 10 à 15 ans. Et puis, il y a un autre axe extrêmement important, et là, c'est vraiment pour challenger tous les collaborateurs du groupe, leur dire vous pouvez devenir entrepreneur en restant dans notre groupe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le parcours intrapreneur. Et donc, en gros, n'importe quelle idée est bonne à prendre. Parfois, il faut la retravailler, mais on peut surtout la transformer en opportunity business et avancer avec les 3400 patrons du groupe de Vinci. Il y a également un programme d'accompagnement de start-up, et ça rejoint ce que je disais au début, cette nécessité d'être en prise avec des écosystèmes innovants. Et donc, on héberge ici, ce bâtiment fait quasiment 5000 m², des start-up qui travaillent tous les jours avec nous et qui participent à nos événements et qui participent aux projets que nous tentons de porter en interne. Juste une particularité, pour rejoindre la prospective et l'entrepreneuriat, nous avons identifié ce thème de l'IA et donc nous tentons de voir actuellement dans les métiers de Vinci comment on peut injecter ces notions-là assez rapidement.
Pour finir, et peut-être que vous connaissez ces entités, parce que ce sont des partenaires de longue date qui existent depuis beaucoup plus longtemps que Léonard. Il y a bien sûr la Fabrique de la Cité, qui est le think tank qui travaille sur les grandes transitions urbaines. Tous les travaux sont accessibles en ligne sur le site internet. Et là, vous pourrez creuser des sujets tels que le logement abordable, tels que la mobilité, tels que la congestion. Et bien sûr, tous les grands travaux d'aménagement et les échanges, les débats publics qui ont lieu aujourd'hui sur ce sujet. Il y a la Fondation d'entreprise Vinci pour la Cité qui se propose d'accompagner des projets d'insertion qui accompagnent les plus démunis. Et puis ce dernier volet, la chaire éco-conception, qui est également dans ces locaux, qui accompagne et finance des travaux de recherche avec l'École des Mines et AgroParisTech. Pour finir, là c'est vraiment une invitation. Si vous voulez nous suivre, donc il y a plusieurs possibilités. Nous avons un site internet, bien sûr. Après, vous pouvez aussi revenir à toute la programmation événementielle. Et pour se tenir au courant, il y a la newsletter. C'est encore plus simple parce que vous allez recevoir directement toute la programmation. Et puis, pour ceux qui sont les plus connectés d'entre vous, il y a bien sûr le réseau Twitter et LinkedIn avec un flux quotidien d'informations. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne conférence. Merci, au revoir. Merci Étienne pour ces mots de présentation et de nous recevoir dans ce très bel endroit. Désolé d'avoir pris un tout petit peu de retard. Je vais vous dire quelques mots sur les intervenants avant de commencer et le déroulé. Ce que nous souhaitons faire, c'est que le débat soit le plus dynamique possible, même s'il y a une partie un petit peu définition, un peu plus académique en introduction, définition état des lieux. Donc on va essayer de prendre 1 heure pour le débat interne au sein de la table ronde et environ 3/4 d'heure pour la discussion avec vous. Je pense que les gens qui viennent sur des sujets comme ça sont des gens qui sont motivés plus que par le sujet de manière particulière. Et je pense que je connais pas mal de gens qui sont dans la salle, pas tous, qu'il y a des gens qui ont des choses à dire sur le sujet et qui réagiront tout à l'heure après les discussions. Alors, nous avons structuré le débat de la manière suivante. Nous allons commencer par l'ouverture que fera Maximilien Pellegrini, qui nous expliquera pourquoi ce sujet, lui en tant que patron de l'eau de Suez, ce sujet lui tient à cœur et qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce que Suez veut faire avec des partenaires comme le Cercle Colbert et, si possible, les partenaires qui sont ici présents. L'idée, c'est d'avoir une réflexion et une action sur le long terme et pas de faire un coup de discussion. Ensuite, il y a une partie définition académique. Nous allons commencer par Marie Perronnet qui est ici, qui a soutenu une thèse en décembre dernier, très récemment, en droit du travail sur la diversité. Donc c'est aussi un sujet qui dépend beaucoup du cadre législatif et juridique, donc c'est important de commencer par là. Nous aurons une partie définition plus terrain, disons, plus praticien, avec Saïd Amouche, qui a créé Mosaïque RH, dont il vous dira un mot tout à l'heure, de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons ensuite une partie, toujours dans la partie définition état des lieux, avec Gilles Finkelstein, qui est le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, qui est un des grands think tanks qui publie beaucoup, qui publie le plus, qui est très actif, qui a un nombre impressionnant de publications et d'événements, et qui, c'est vrai Gilles, il faut dire les choses comme elles sont, et qui a publié récemment une étude qui s'appelle Fracture française, en collaboration avec Ipsos et Le Monde, qui est évidemment liée à notre sujet, et qui nous dira peut-être quelques mots puisque nous sommes entre nous, d'autres études qui sont en cours. Ensuite, nous avons ce que j'ai appelé représentant de l'État, avec Frédéric Potier, qui est le DILCRA, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui est le plus jeune préfet de France, 38 ans,
Ou hein, ça fait toujours bien, non? Et ensuite, nous avons non pas Yves Striou qui a eu un empêchement de dernière minute, mais Charlotte Carcin, excusez-moi, qui représente la Direction générale du travail. Et pour terminer, une partie témoignage qui fait le lien avec le témoignage les témoignages des représentants de l'État, puisque nous avons la générale Isabelle Guyon de Méritens, qui est la première femme générale de la gendarmerie, et qui nous parlera notamment des politiques de la diversité au sein des ministères de l'Intérieur et de la Défense, et aussi d'un sujet qui fait écho à notre approche qui sera sans doute dans la durée aussi une approche économique qui est en commun avec l'ambition de Max Pellegrini et de Saïd Hamouche. Dire comment on peut relayer dans le monde de l'entreprise la mise en œuvre et aller au-delà de ce qui est du cadre juridique et du cadre imposé par l'État. Voilà, donc ce que je vous propose de commencer... oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, j'avais perdu le fil pendant que tout le monde me regardait. Ce que je voulais dire, c'était que le sujet, le lien entre votre intervention générale et l'approche que nous souhaitons donner, c'est notamment la place des femmes au sein de l'armée et que nous pourrons comparer à la place des femmes au sein du top management de grandes entreprises. Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole à Maximilien Pellegrini pour l'ouverture. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Donc je suis extrêmement fier d'ouvrir ce débat sur la diversité et l'ascenseur social. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je remercie évidemment, comme à l'accoutumée, le cercle Colbert pour nous permettre de débattre de sujets d'actualité dans une convivialité qui le caractérise. Et c'est extrêmement important. Je remercie évidemment les participants qui vont nous éclairer par leurs expertises, leurs convictions, leurs visions sur un sujet qui est difficile. Beaucoup pensent que le sujet de la diversité, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup débattu, on débat beaucoup dans les sphères sociologiques, économiques, politiques, c'est un fait. En 1995, souvenez-vous, feu président Chirac parlait de fracture sociale. Les banlieues se sont embrasées et enflammées en 2000. Avons-nous collectivement avancé depuis ? Avons-nous mis en œuvre les actions correctives de manière à ce que nous progressions collectivement ? Alors évidemment, je ne le crois pas. C'est pour ça que je pense que ce débat est d'actualité. Je suis évidemment très impatient de vous écouter pour alimenter ma réflexion d'homme et ma réflexion de dirigeant. Moi, je crois au contraire que les choses sont difficiles et nous sommes un certain nombre à le partager. Cette intuition qui a du mal à trouver ses mots et qui nous susurre à l'oreille que quelque chose ne va pas, sans pour autant l'exprimer. Les tensions sur la scène internationale, les conflits sociaux dans les pays développés, la montée du populisme, cette planète qui souffre sur fond de dérèglement climatique. Donc on sent bien qu'il faut agir. Et je pense que ce débat est extrêmement important. Et le sujet de la diversité est prégnant parce qu'il cristallise beaucoup de nos mal-être. Alors comment aborder ce sujet ? Moi j'ai envie de démarrer en vous expliquant qui je suis et par un témoignage plutôt personnel. Donc j'ai pas envie de vous parler du dirigeant, j'ai plutôt envie de vous parler de l'homme. C'est un peu risqué, mais c'est le but du jeu. Je m'appelle Massimiliano Camillo Pellegrini, j'ai 46 ans et je suis né dans les Abruzzes italiennes. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans et mon père rêvait d'une vie meilleure pour sa famille, donc nous avons immigré. J'ai grandi dans ce qu'on appelait à l'époque des zones urbaines prioritaires. J'ai eu une enfance heureuse. Les années de collège et lycée ont été un peu plus difficiles parce qu'évidemment plusieurs chemins s'offrait à moi et la valeur travail incarnée par mes parents m'a permis de pas me perdre. Et ensuite, j'ai fait le seul choix qui était possible parce que je voulais faire des études longues, donc je suis universitaire et je suis diplômé d'une maîtrise d'économie, d'économétrie et d'un DESS de gestion. Et j'en garde évidemment le goût de la recherche et du débat théorique qui nous fait quand même progresser. J'ai ensuite démarré dans l'entrepreneuriat
parce que quand on est jeune diplômé, qu'on n'a pas les codes et les réseaux, le monde des grandes entreprises est difficile d'accès. Et puis j'ai eu la chance incroyable, comme ça arrive souvent dans la vie, de rencontrer il y a plus de 20 ans la Maison Suez qui m'a offert une trajectoire professionnelle incroyable et où j'ai passé 15 ans expatrié à l'étranger. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je ne fais pas de distinguo entre la diversité subie, celle issue de mon milieu modeste, d'origine, de mon immigration, de mon lieu d'habitation, et celle un peu plus noble de mon expatriation. Quand nous étions enfants, nous nous mélangions, nous brassions, on écoutait les uns les autres, on apprenait, ancré dans nos cultures respectives. Et quand j'étais dirigeant à New York ou en Amérique latine, eh bien là aussi, je faisais en sorte d'apprendre les codes qui n'étaient pas les miens. Et de toutes ces expériences, finalement, qu'elles soient subies, voulues, qu'elles soient un peu plus difficiles ou un peu plus nobles, ce que j'ai retenu, c'est que la différence, c'est ce qui nous construit. Et aller vers les autres, c'est aller vers soi. Et en tout cas, cette diversité, moi, elle m'a façonné, elle m'a construit, et elle a fait celle que je suis aujourd'hui. Et je continue, j'espère, à l'incarner chaque fois que je peux, mais surtout, je continue à la chercher. Je voulais vous dire ça parce que c'est important. Alors ensuite, je suis très impatient de vous écouter, madame, parce que quand on parle de diversité, comment on la définit? Alors moi, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. Alors eux, ils ont réglé le problème. On va dire qu'elle est extrêmement bien définie. Est-ce qu'elle est complète, exhaustive? Sans doute pas, mais en tout cas, elle est définie. Moi, mon prisme de la diversité, il est quasi philosophique, pardonnez-moi, anthropologique. Moi, j'aime beaucoup lire Lévi-Strauss. Pardonnez-moi cette digression, mais je pense qu'elle est importante. Et en fait, il explique qu'aucune culture au monde, aucune, dans l'histoire de l'humanité quand même, ne trouve en son sein l'énergie, la création, l'innovation pour faire société. Elle le trouve à chaque fois en se confrontant à une société ou une culture différente. Donc la diversité est à l'origine de tout progrès de l'humanité. Ça, c'est l'anthropologue qui le dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos processus d'innovation standardisés, cette mondialisation qui nous a permis de devenir plus libres, eh bien, elle annihile un peu ces différences, elle nous impose des modes de vie, des modes de production standardisés. Et la richesse de la diversité, qui a fait le progrès de toute humanité, elle a tendance à disparaître aujourd'hui. Et je crois que collectivement, nous devons faire un effort pour la cultiver à l'intérieur de chacune de nos sociétés, car force est de constater, sans parler de l'américanisation du monde, que nos modes de vie ont quand même tendance à s'aligner. Donc je crois qu'il y a danger à ce niveau-là. Revenons maintenant France 2019. Quelques chiffres quand même. Selon le dernier classement de l'OCDE, la France est avant-dernière et il faut 6 générations en France pour quelqu'un qui est issu des milieux les plus modestes pour revenir aux revenus moyens. Seule la Hongrie fait pire que la France. Et Dieu sait que le pays, et j'en atteste parce que c'est le mien et je l'aime, et j'ai vécu à l'étranger, est le plus beau pays du monde. Il n'empêche qu'on est à la traîne. Seuls 8% d'enfants d'ouvriers deviendront cadres. 13 pour les ouvriers qualifiés. Ce déterminisme social, malheureusement, s'inscrit aussi dans les grandes écoles. 1% de fils d'ouvriers à Polytechnique. 4,4 à l'ENA. C'est un peu mieux. Et je combats dans mon entreprise, j'en parlais tout à l'heure à Saïd, le fait que quand on promeut quelqu'un, quel que soit son âge en France, et c'est le cas chez Suez, première ligne, son diplôme. On aurait quand même le droit d'expliquer ce que cette personne a fait durant 25 ou 30 ans de carrière professionnelle. Je crois que ça compte un peu. Donc c'est une forme de discrimination aussi que nous subissons. Et donc, je ne suis pas là en train de vous dire que rien ne va bien. Évidemment que les choses progressent. Par exemple, moi j'étais très polémique ce sujet avec les femmes cadres de mon entreprise, mais je suis pour la discrimination positive. Je pense qu'elle a permis, force est de constater que c'est le cas pour la représentativité des femmes, d'avancer. Il a fallu quand même en passer pour un changement de nos règles constitutionnelles. Parce qu'en France, on défend une des plus belles valeurs, le plus beau principe, celui de l'égalité. Évidemment, quand on parle de discrimination positive, on remet en cause l'égalité. En tout cas, c'est un principe qui
est utile, c'est un outil qui est efficace. Est-ce que c'est la panacée? Évidemment non. Quand on parle de discrimination positive, on parle nécessairement d'élite, de ressentiment, et puis in fine, quel échantillon de société voulons-nous? Difficile à déterminer. Donc une fois qu'on a des sujets complexes, interdépendants, tout le monde se renvoie un peu la balle. Les entreprises expliquent que l'État doit légiférer, l'État explique que l'entreprise doit être responsable, et puis on a le monde de l'éducation qui devient un peu frileux. Moi, je crois que, comme tout sujet, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ce que j'essaie de faire comme dirigeant. Mais c'est pas facile. Je crois que le sujet de la diversité, quand on est dirigeant, il n'est pas facile pour au moins 2 raisons. La première, c'est que quand on parle de diversité, on touche à ce qu'il y a de plus intime sur le collaborateur. Donc il a le droit de le partager, mais il a le droit de ne pas le partager aussi. Et puis, force est de constater que les entreprises sont pas toujours taxées de sincérité quand elles s'investissent sur des sujets. On explique que c'est de l'affichage ou que c'est à la mode maintenant parce que visiblement, les entreprises qui se lancent dans la diversité sont entre 5 et 15% plus efficaces que les autres. Moi, j'ai envie de vous dire, peu importe, les Américains m'auront au moins appris ça. Quand on avance et qu'on agit, on peut corriger. Quand on réfléchit, on n'avance pas beaucoup. Donc je crois qu'il faut qu'on agisse. C'est ce qu'on essaie de faire au sein de Suez France. C'est une entreprise qui compte 11 000 collaborateurs. On fait des choses. On a une politique pour la mixité. J'ai 26% de femmes dans l'encadrement, un peu moins sur les postes opérationnels. Je suis évidemment pas fier de cette situation. On avance, mais là aussi, beaucoup de femmes résistent à la discrimination positive, donc on travaille. Notre objectif est d'atteindre 35%. On parle aussi de diversité générationnelle, c'est extrêmement important. En France, vous savez que les chasseurs de tête pensent qu'on est senior à 45 ans. Alors qu'on gagne un trimestre de vie par an, et j'ai quand même le sentiment qu'on peut apporter après. Non pas qu'on puisse pas apporter quand on n'est pas senior, mais je crois qu'il y a un vrai sujet d'employabilité des seniors, de la même manière qu'il y a un sujet aussi pour les plus jeunes sur les contrats en alternance. Donc on fait des choses, c'est pas parfait. Je suis en train de discuter avec Saïd pour mettre en œuvre une politique de diversité extrêmement ambitieuse pour les cadres et les cadres dirigeants de Suez France. Je trouve que cette strate managériale n'est pas suffisamment différente. Et je crois profondément à cela parce que, et je terminerai, je ne veux pas être trop long, je ne veux pas faire comme Henri, je vais être rapide et je termine. Mais nos marchés sont extrêmement difficiles aujourd'hui en France. Suez France sert les collectivités en France depuis 150 ans. Nous servons les territoires sur des missions de service public. Donc évidemment, je perds toute autorité si je ne suis pas capable d'être le miroir des territoires sur lesquels j'opère. Raison numéro 1. Et raison numéro 2, on a besoin d'innovation. Nos métiers sont difficiles, les marges de manœuvre se réduisent. Et je crois que quand on est différent autour de la table, quand la pensée unique s'échappe, quand on s'engueule un peu, quand on essaye d'aller vers l'autre, vous savez, la raison de l'autre, c'est l'exercice le plus difficile. Essayer de comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense, finalement, ça nous fait avancer, on avance. Donc moi, en tant que dirigeant, j'ai besoin de cette diversité et je vais essayer d'aller la chercher et je vais essayer de l'incarner. Donc je suis très heureux de ce débat ce soir. Je vais vous écouter religieusement pour apprendre, me nourrir. Je crois, et je terminerai, là c'est promis Henri, je crois que la ressemblance nous rassure, toujours. Mais finalement, il n'y a qu'une seule chose qui nous fasse progresser, parce que c'est difficile, c'est la différence. Donc il faut chercher la différence et il faut aller vers les gens qui sont différents. Voilà, j'ai terminé. Merci Max. Donc je donne sans transition la parole à Marie Perronnet pour la partie définition, cadre juridique, obligation des entreprises et entre les lignes, comment on peut faire peut-être pour aller au-delà. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'abord au Cercle Colbert de m'avoir invité, à Henri de Grossouvre de m'avoir contacté et Maximilien Pellegrini d'avoir organisé cette réunion. C'est assez rare pour un universitaire de pouvoir confronter ces théories à la pratique et donc je suis très contente de pouvoir être ici ce soir. Et donc sans plus tarder, je vais essayer de vous donner quelques éléments de définition et plus peut-être de contexte aussi.
Donc l'origine de cette expression, la diversité, est assez vieille, enfin relativement en tout cas, puisqu'on la trouve dès 1960 dans le contexte de l'armée, d'ailleurs, qui se préoccupait de la défection de certaines catégories de personnes. Et plus tard, dans le discours que vous avez mentionné de Jacques Chirac, il était aussi question de la diversité dans l'armée parce que, eh bien, on abandonnait le service militaire obligatoire et il fallait convaincre un maximum de gens et le plus divers possible pour pouvoir rejoindre l'armée et afin que l'armée soit à l'image du peuple qu'elle est censée défendre. Donc, c'est effectivement dans le cadre de l'armée qu'on a entendu pour les premières fois cette notion de diversité et tout le monde connaît les campagnes d'affichage de l'armée de terre à l'époque, c'était assez visuel en ce qui concerne la représentation de la diversité. Ensuite, on a eu effectivement la crise des banlieues en 2005 qui a véritablement remis le sujet sur le devant de la scène. Et les entreprises, et principalement celles de médias, se sont saisies de cette question pour apporter davantage de diversité dans leur contenu et davantage de diversité dans les présentateurs et présentatrices de JT notamment. Donc, et ensuite, ça a essaimé un petit peu plus dans le reste des entreprises. Mais je vais m'arrêter ici tout de suite pour les entreprises françaises et je vais revenir bien en arrière pour retourner aux États-Unis, effectivement, où la notion est née cette fois-ci d'un point de vue juridique, puisque la diversité est là-bas un concept juridique issu en réalité de la fin de l'affirmative action dans ce qu'elle avait de plus strict, à savoir les quotas. Les quotas, dans les années 70, sont devenus très difficiles à maintenir parce qu'un grand nombre de parties de la population ne pouvaient pas en bénéficier, alors même qu'elles étaient discriminées. La majorité blanche, évidemment, continuait à les combattre sur le plan juridique. Et c'est dans le cadre des universités américaines que là, on a véritablement eu de l'innovation et cet argument de la diversité qui est venu justifier des politiques, enfin des mesures positives qui n'étaient plus des quotas, mais qui néanmoins prenaient en considération des critères tels que la race. Alors je mets des guillemets évidemment, puisque nous, on n'a pas ce concept-là en France, même si on essaie de le rayer de la Constitution en tout cas, et c'est très bien. Et aussi des critères liés au sexe. Et donc les universités américaines ont décidé qu'on n'allait plus faire de quotas raciaux, on n'allait plus faire de quotas sexués. En revanche, l'origine ethnique, l'origine géographique, le sexe, le parcours précédent, enfin tout ce qui pouvait être pris en compte l'a été pour attribuer les places au sein de l'université. C'est évidemment une personne qui a fait un recours estimant avoir été discriminée, qui a porté cette affaire devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a pu, dans une décision Baik qui est très controversée quand même, on a eu 4 juges qui étaient favorables, 4 juges qui étaient contre, et un juge qui a fait le pivot et qui a trouvé une solution de compromis, et c'était la diversité. C'était de dire, on ne peut plus faire de quotas stricts, mais on peut effectivement prendre en considération tous les aspects de l'individu, toutes ses facettes, pour permettre l'accès de certains, plutôt que d'autres, à l'université. L'argument qui était avancé par les universités, c'était de dire que c'était intéressant d'avoir un corps estudiantin diversifié, de sorte à ce que les étudiants apprennent les uns des autres, exactement ce que vous avez décrit, être confrontés à la différence, être confrontés à des expériences différentes, et le fait d'être différent, enfin d'avoir des caractéristiques différentes de son voisin, fait qu'on a une expérience du monde qui est différente, et donc on peut la confronter. Donc c'était l'argument qui était avancé. Il a été très rapidement nuancé, on va dire, par les juges de la Cour suprême, enfin en tout cas par le juge Powell à l'époque, puisqu'il a clairement dit, attention, cet argument, c'est un argument utilitariste. Ça revient à dire que la diversité, il faut la rechercher parce que c'est utile, parce que ça apporte de l'innovation, parce que c'est bon pour le commerce, etc. Donc il a dit attention à cet argument utilitariste parce qu'il faut, si on démontre que ça n'a pas d'avantage, en fait on risquerait de l'abandonner. Donc il faut plutôt axer cela sur la lutte contre les discriminations, la recherche d'égalité et la justice sociale. Finalement, la diversité, c'était un moyen de vérifier que l'égalité des chances avait été
bien mise en œuvre et qu'à la fin, on avait une égalité de résultats, ou du moins qu'on s'en rapprochait. Donc voilà pour l'approche juridique aux États-Unis. L'approche utilitariste a néanmoins été très pratique pour convaincre les entreprises de mener à bien des politiques de diversité. Et c'est probablement dans les grandes entreprises, ce discours qui s'est diffusé dans les grandes entreprises américaines, qui s'est propagé ensuite en Europe. Ensuite, donc on retrouve dans les grandes entreprises françaises, j'y reviens, cet argument de la diversité qui a été saisi dans le cadre de conventions collectives. On a en effet énormément d'accords aujourd'hui, enfin énormément, tout est relatif encore, mais on en a plusieurs centaines tout de même, et beaucoup d'accords qui portent sur la notion de diversité, alors même que le droit français ne pose aucune obligation en termes de diversité. Il y a une obligation de non-discrimination, il y a une obligation d'égalité de traitement, mais il n'y a pas d'obligation de refléter la société française au sein des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Donc, les entreprises se sont dit, bon, on va faire des conventions collectives, on va négocier des accords pour promouvoir la diversité au niveau du recrutement, mais également au niveau de la gestion du personnel, par le biais notamment de formation à l'homophobie, au sexisme au travail, etc. Le problème, c'est que ces accords sont conclus dans le cadre de lois qui viennent encadrer la négociation et qui viennent poser un cadre juridique sur tout ce que l'on peut faire en matière d'égalité et de non-discrimination. Et force est de constater que ce cadre, qui est quand même assez strict, freine et empêche les entreprises d'être véritablement innovantes dans le cadre de la négociation collective. Donc, quand on lit c'est ce que j'ai commencé avec ma thèse en fait, j'ai commencé à lire les accords diversité et je me suis très rapidement rendu compte que les introductions de ces accords sont extrêmement volontaristes en disant on va faire de la promotion de la diversité ethnique, des femmes, du handicap, de l'âge, des seniors, des jeunes, enfin bref, on voulait tout promouvoir. Mais force est de constater que dans le cadre même des accords, eh bien, le contenu était très pauvre et on avait finalement assez peu de mesures volontaristes et quasiment aucune qui portait sur la diversité précisément ethnique, puisque celle-ci ne peut pas être mesurée. C'est là une des contraintes qui existent avec la diversité, c'est qu'il faut pouvoir avoir une mesure statistique pour définir si oui ou non, au sein de notre entreprise, on a été capable d'avoir une forme de diversité et une forme de représentation ou représentativité de la société française. Donc, le contenu même des accords est assez pauvre et on peut supposer que ce sont les limites juridiques qui freinent les entreprises, puisque on ne peut pas faire de quotas, on ne peut pas faire des mesures qui seraient discriminatoires pour d'autres. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des verrous à lever potentiellement, ou du moins à expliciter, ce que la jurisprudence ne peut pas faire puisqu'elle n'a pas matière pour pouvoir se prononcer. Donc la Chambre sociale elle-même peine à définir le cadre pour les mesures positives. Le droit européen pose certains cadres qui là sont extrêmement, disons que ce sont des équilibres extrêmement sensibles et très difficiles à obtenir pour pouvoir avoir des mesures positives qui soient compatibles avec le principe d'égalité et le principe de non-discrimination. Donc voilà pour ce qui est du cadre juridique. Juste un petit mot après sur le contenu même de la diversité. Donc, généralement, on associe diversité et non-discrimination et donc on prend tous les critères de non-discrimination et on dit que ça, c'est finalement tout ce qui est ce à quoi on porte atteinte au sein de la diversité. Je suis assez d'accord, c'est assez révélateur des choses auxquelles on porte atteinte dans notre société et c'est un bon reflet de la diversité. Néanmoins, ça ne peut pas être le seul. Par exemple, si on prend le titre ascenseur social, l'origine sociale ne fait pas partie des critères discriminatoires. Or, dans certains cadres, l'entreprise, on peut parler aussi de l'accès à la politique, à la représentation nationale. Ce sont des freins qui ne font pas partie des discriminations. Donc, la diversité, à mon sens, devrait être envisagée de manière plus large en fonction du contexte et on pourrait ajouter ou retirer des critères en fonction du contexte. La gestion, en matière de gestion et de management, la diversité est divisée. On oppose souvent les critères de discrimination, les aspects de la diversité, ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas.
Donc, par exemple, le sexe est un critère visible, l'origine est un critère visible, le handicap peut l'être également. Et ceux qui ne le sont pas, l'orientation sexuelle, typiquement, la religion peut être dissimulée, etc. Donc on oppose ces deux-là pour définir lesquels vont bénéficier d'une mesure, de mesures positives, notamment au niveau du recrutement, et lesquels ne pourront pas en bénéficier. La mesure statistique est effectivement aussi un autre problème pour limiter. Et ensuite, la gestion oppose également les critères qui sont permanents de ceux qui sont évolutifs. Les critères permanents, le sexe toujours, l'origine ethnique, tout ça, ce sont des critères permanents sur lesquels on ne peut pas influer. À l'inverse, d'autres peuvent évoluer. La santé, typiquement, le handicap peut évoluer. Le handicap aussi peut être permanent, évidemment. Et d'autres peuvent être dissimulés, tels que la religion, l'orientation sexuelle, etc. D'autres relèvent de choix parce que ce sont l'exercice de liberté. Donc ces catégorisations permettent en fait de cibler un petit peu mieux les mesures qu'on voudrait éventuellement mettre en place. Typiquement, si un critère relève d'un aspect qui relève de la vie privée, alors, j'arrête, alors ce critère peut bien évidemment pas faire l'objet de mesures positives pour introduire de la diversité. En revanche, ça peut faire l'objet de mesures pour atténuer les effets discriminatoires au sein de l'entreprise. Bon, et je m'arrête parce que je suis un peu longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saïd, dis-nous si tu veux bien quelques mots juste pour dire qui tu es et pourquoi tu as créé. Tu connais aussi un peu le monde public puisque tu as commencé ta carrière d'une certaine manière dans le public. Pourquoi tu as créé un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH et comment ton expérience de praticien peut compléter les définitions qui viennent d'être présentées par Marie Perronnet. Merci Henri, bonsoir à tous. Alors effectivement Henri, j'ai passé 5 ans au ministère de l'Éducation nationale sur un poste d'attaché après avoir passé les concours de la fonction publique. Et en fait, si tu t'es dévoilé, il faut aussi que je me dévoile un peu. Une des raisons en fait fondamentale qui m'a poussé en fait à passer ce concours, c'est que je n'arrivais pas en fait à décrocher un job à la hauteur en fait de mon ambition. Et moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. J'ai grandi à Bondy particulièrement et après avoir fait un BTS, une maîtrise de gestion des ressources humaines et un DESS, eh bien je n'arrivais pas en fait à décrocher des entretiens. J'avais l'état d'esprit qu'il fallait, j'avais multiplié les petits jobs, j'avais développé un certain nombre de compétences grâce à mes activités extra-professionnelles et j'ai appris en fait que en réalité il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Mais ce qui est drôle et c'est important de le comprendre, c'est que pour moi c'était normal. J'avais absolument pas en fait intégré une position en fait de victime par rapport à un système. Parce que c'est normal de se battre pour pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. C'est normal d'être en capacité en fait de faire davantage d'efforts que les autres pour pouvoir réussir, au regard de nos origines sociales notamment. Et l'aventure m'a amené d'abord en fait à faire une petite expérience professionnelle dans une mission locale avec un Bac+5 où je me suis complètement déclassé puisque j'occupais un poste de Bac+2 sur un job de conseiller, mais c'était une expérience formidable à Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers nord, au cœur de l'action, parce qu'il y a de l'action. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai eu la chance en fait de découvrir tous les dysfonctionnements, c'est quoi une politique publique, quels sont les parcours d'accompagnement, pourquoi ça ne marche pas, quels sont les dispositifs de formation, pourquoi le jeune ne rentre pas, qu'est-ce qu'on est capable de lui mettre en fait dans les mains pour pouvoir le faire en sorte. Et j'ai étudié ce qu'avait fabriqué la politique publique, comment se comportait en fait cette jeunesse qui était démobilisée, puisque les publics de mission locale sont évidemment des publics qui ont plus de mal que les autres à arriver sur le marché de l'emploi, avec ma vision en fait de jeune diplômé. Et puis après un an de CDD dans cette mission locale, j'ai fait le choix en fait de commencer à envoyer des candidatures spontanées. Et là, c'est l'Éducation nationale
qui m'a d'abord proposé un poste de contractuel et qui ensuite m'a poussé à passer les concours. Je suis devenu fonctionnaire. Et la merveilleuse stratégie de ressources humaines de l'éducation nationale m'a poussé à m'intéresser à ce qu'il y avait à l'extérieur de l'éducation nationale. Et j'ai commencé à me poser la question de la discrimination. Qu'est-ce qu'est la discrimination en France? Pourquoi elle existe? Y a-t-il inégalité face aux opportunités ou une réelle discrimination? C'est quoi une discrimination systémique? C'est quoi une discrimination qui est liée à une action directe, indirecte? Et puis, je me suis passionné par rapport à ces sujets-là. Et pour venir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est au moment où en France on prenait conscience en fait des discriminations, on commençait à écrire, à faire des études, à compter un certain nombre de dysfonctionnements. Et moi je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait jamais fait l'étude suivante qui consistait finalement à comptabiliser les discriminations qui étaient liées aux jeunes diplômés issus des quartiers populaires issus de l'immigration. Cette étude, elle n'existait pas. Et c'est important, et je suis content que la Fondation Jaurès puisse prendre à bras-le-corps ces sujets-là, parce que si on n'est pas capable à un moment donné de tracer, de diagnostiquer, de faire un état de situation, on n'est pas capable de poser un problème et donc de réfléchir à des solutions ou en tout cas à une politique publique sérieuse. Et donc pendant des années, en fait, ce qui s'est passé en France, c'est que on prend conscience de la diversité qui arrive par un canal qui est effectivement celui de l'armée. Et on est déjà en fait quelque part sur la question de la pénurie des talents, puisque finalement on est à la fin d'une loi qui pousse à arrêter le service militaire obligatoire. Et donc comment on va alimenter l'armée? C'est aussi en élargissant les champs de recrutement. Et donc on est vraiment parti finalement de la guerre des talents dans le secteur militaire, la défense. Et à partir de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des prises de parole publiques et vous vous souvenez tous en fait de ce qu'a fait Claude Bébéar avec la charte de la diversité. On a eu ces premières entreprises qui signaient la charte de la diversité. Et donc moi je suis allé avec d'autres rencontrer ces entreprises pour les questionner, savoir jusqu'où elles avaient envie d'aller, les engagements, comment effectivement d'une bonne parole puissante du dirigeant on passe à un plan d'action efficace. Et on s'est rendu compte en fait il manquait un maillon et qu'il était nécessaire et fondamental en fait d'accompagner cette volonté de s'intégrer, de s'engager dans l'intégration ou en tout cas l'inclusion économique via la diversité, et qu'à partir du moment où l'entreprise s'engageait sur ce sujet-là, il fallait l'accompagner. Et j'étais persuadé qu'il fallait plus simplement partir de la difficulté en fait du candidat, mais partir de l'opportunité de recrutement, l'opportunité économique. Et qu'à partir du moment où on était capable d'identifier des postes à pourvoir, on était capable de transmettre cette information vers des populations qui avaient moins de chances que les autres. Et il ne faut pas oublier qu'un des premiers freins, c'est d'accéder aux informations. Et ça renvoie au dysfonctionnement de l'orientation du service public d'orientation scolaire en France. Mal s'orienter, c'est aussi mal maîtriser l'information. Et donc c'est d'abord le point de départ en fait des inégalités, je pense. Et à partir du moment où on a ces opportunités et qu'on a des signaux positifs, eh bien on arrive à enclencher en fait une dynamique de confiance et de stimuler en fait des candidatures. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le premier cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion en fait des compétences de ces jeunes. Et on s'est positionné comme un cabinet de recrutement non-profit. C'est important parce que pour nous c'était aussi les valeurs sur lesquelles il fallait aller. Et donc nous sommes devenus des entrepreneurs sociaux. Et 10 ans après, on avait placé plus de 6000 jeunes. On avait travaillé avec plus de 80% des entreprises du CAC 40. Et puis surtout, on a trouvé que il y avait un modèle économique. Et en réalité, c'est pas un sujet où c'est un problème d'argent. Parce que nous, on a réussi à monter une organisation qui salarie aujourd'hui 45 collaborateurs, qui anime un réseau de collaborateurs qui sont aussi en région. Donc on est sur des territoires, sur ce modèle-là. Et on fonctionne avec 1% de subvention publique. On est sous statut associatif. On est association fiscalisée. Et en ayant trouvé le bon modèle d'affaires avec les entreprises, eh bien, on œuvre à réduire les inégalités, à promouvoir la diversité et faire en sorte, en fait, de rétablir une société qui est un peu déséquilibrée sur ces sujets-là. Donc, moi, je suis très optimiste sur ces questions, à condition d'avoir à la fois, en fait, des dirigeants qui s'engagent,
Merci à toi, Maximilien, parce que c'est important de continuer à prendre la parole et de faire en sorte que les entreprises s'engagent, et pas simplement sur des mots, mais aussi sur des plans d'action, comme je disais tout à l'heure, et qu'à côté de ça, qu'on ait aussi des politiques publiques qui ne soient pas en difficulté. Et on a besoin d'innover, on a besoin de tester, on a besoin d'investir sur ces sujets-là. Et moi, je trouve personnellement que l'erreur fondamentale qu'on fait en ce moment, c'est qu'on met tous les budgets en matière de politique publique sur des populations qui sont nécessaires d'accompagner, c'est-à-dire les exclus, les plus éloignés, ceux qui sont victimes de chômage de longue durée, et ceux qu'il va falloir, à un moment donné, remobiliser et rattraper. Et à aucun moment, on a une stratégie définie sur ceux qui sont proches de l'emploi, ceux qui sont près de l'emploi, mais qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas la recommandation. Vous savez qu'en France, on fonctionne quand même beaucoup par la cooptation. Je lisais il n'y a pas très longtemps en fait que la cooptation et la candidature spontanée, qui sont en fait des outils pour rechercher l'emploi, c'est 70% des postes pourvus. Donc, retenez une chose, c'est qu'à compétences égales, quand on habite un quartier populaire de type Seine-Saint-Denis, c'est 2,5 fois moins de chances pour accéder à un entretien, à compétences égales. Et que quand on sait ça, il y a 400 000 postes non pourvus chaque année en France, et que même en période de crise, on a des boîtes qui recrutent et qui ont du mal. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un cycle à travailler d'une manière un peu différente. Je crois que tout le monde dépasse un peu, mais je crois qu'on ne s'embête pas et que la tension est assez soutenue. Gilles, est-ce que tu peux compléter un petit peu la première partie de cette table ronde en complétant par un état des lieux à la lumière de tes études? Bon, merci. Maximilien nous invitait à nous dévoiler, je ne vais pas aller très loin, mais je suis moi aussi, comme beaucoup de Français issus de l'immigration, avec 4 grands-parents qui sont arrivés sans rien de Roumanie et de Pologne. Je vis aujourd'hui en Seine-Saint-Denis et tout mon engagement à la fois politique et intellectuel a été structuré autour de cette question de l'égalité. Donc je suis très heureux d'être là, un peu intimidé aussi parce que je dois être le plus mauvais expert de cette question dans la salle. Donc je vais au moins essayer d'être bref avec 2 ou 3 remarques liminaires. D'abord 2 remarques plus générales en repartant du thème pour souligner, je crois, des contradictions majeures qui traversent le débat public. D'abord, autour de notre discours sur la mobilité et ensuite dans le débat sur l'égalité. Dans notre discours sur la mobilité est quelque chose qui, aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, est extrêmement valorisé. Nous sommes mobiles. Nous sommes mobiles comme citoyens, beaucoup plus qu'auparavant, c'est-à-dire que nous avons la capacité de changer d'affiliation, de vote, beaucoup plus que nos parents, nos grands-parents qui étaient dans la fidélité à un camp, à un parti, à un candidat. Nous sommes de plus en plus mobiles comme salariés, à la fois à l'intérieur de l'entreprise et d'une entreprise à une autre. Nous sommes de plus en plus mobiles comme consommateurs. La fidélité aux marques est beaucoup plus faible et c'est évidemment un défi pour beaucoup d'entreprises. Cette mobilité, elle a une traduction physique. Le nombre de kilomètres que nous parcourons quotidiennement a considérablement augmenté par rapport à celui de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. On parcourait en moyenne 4 km par jour au milieu des années 30, on en parcourt en moyenne 40 km aujourd'hui. Et cette mobilité, elle a un symbole. Nous sommes mobiles et nous sommes même de plus en plus notre mobile, tant notre téléphone est le prolongement de nous-mêmes. Et donc la mobilité, elle est partout, sauf à peu près dans la mobilité sociale. C'est ça la première contradiction que je voulais pointer. C'est sans doute excessif, la mobilité sociale, elle est, disons, insuffisante s'agissant de la diversité, j'en reviendrai.
où elle peut exister mais être désespérante parce que par rapport à il y a 20 ans, la mobilité n'est pas tellement moins forte, mais elle peut être ascendante et descendante, et donc la mobilité n'est pas seulement quelque chose de positif. Deuxième contradiction générale, elle est dans le débat sur l'égalité. Maximilien l'a dit, nous désirons l'égalité, c'est ce qui caractérise notre pays, sans doute davantage que les autres, une passion pour l'égalité, une attention aux inégalités qui est plus forte, une perception des inégalités qui est plus aiguë. Or, nous concentrons le débat sur l'égalité autour de l'égalité des conditions, et notamment des seules questions de redistribution, et principalement avec une passion française pour le débat fiscal. Ce faisant, nous négligeons beaucoup plus qu'ailleurs le débat sur l'égalité des chances, sur l'école, sur la formation, sur l'emploi. Le paradoxe est que le premier marche bien et que le deuxième marche mal. Et donc nous parlons beaucoup de ce qui marche plutôt bien. La France, grâce à son système de redistribution, a un niveau d'inégalité qui est plus faible qu'ailleurs. En revanche, Maximilien a évoqué cette étude de l'OCDE qui avait fait grand bruit. En termes d'ascenseur social, nous sommes plutôt plus mauvais que les autres. Et donc ça, c'est la deuxième contradiction que je voulais pointer dans notre débat sur l'égalité, c'est que, en gros, nous sommes des bons cuisiniers et des mauvais mécaniciens. On est des bons cuisiniers, on arrive à se répartir, à faire le gâteau et à se répartir le gâteau. On est des mauvais mécaniciens sur la mobilité. Je termine par la troisième remarque en partant des perceptions de l'opinion et donc en partant du trait général pour arriver à un trait particulier. D'abord, Maximilien et Henri l'ont évoqué, la Fondation a fait il y a quelques jours sa grosse enquête annuelle qui s'appelle les fractures françaises en partenariat avec Le Monde cette année avec l'Institut Montaigne et Ipsos qui est un état des lieux de l'opinion. Toutes les données sont disponibles sur le site de la Fondation Jean Jaurès, donc je ne vais pas m'y étaler, simplement pour qu'on ait en tête le cadre qui, depuis plusieurs années que nous faisons ce baromètre, a peu changé. Il y a des choses qui ont changé et qui sont très intéressantes. Ce que je vais évoquer n'a pas changé. Idéalisation du passé. C'est une des caractéristiques de notre pays. L'idée que c'était mieux avant. Les 2/3 des Français disent oui, c'était mieux avant. L'idée que dans ma vie, je m'inspire de plus en plus du passé. 70% des Français, y compris les plus jeunes. Donc, premier point, idéalisation du passé. Deuxième point, là aussi, tendance depuis de nombreuses années, disparition de la confiance. Disparition de la confiance envers les institutions publiques, mais bien au-delà. Envers les entreprises, et notamment les grandes entreprises, envers les médias, et même disparition de la confiance interpersonnelle. La France est un des pays du monde dans lequel, à la question « est-ce que l'on peut faire confiance aux gens que l'on ne connaît pas ?» ou « est-ce qu'on n'est jamais assez prudent ?» La France est un des pays à beaucoup plus que les autres. 79% disent « on n'est jamais assez prudent ». Donc, deuxième point dans ce cadre, mais qui nous amène évidemment à la question de la diversité derrière, disparition de la confiance. Troisième point, une crispation, et notamment une crispation autour de la religion musulmane. On a toute une batterie de questions, je n'en cite qu'une seule. Est-ce que la religion catholique, la religion juive, la religion musulmane, telle qu'elle est pratiquée, est compatible avec les valeurs de la société française ? On est à 90% pour la religion catholique, 78% pour la religion juive, on est à 46% pour la religion musulmane, et plutôt en progrès par rapport à il y a 3 ou 4 ans. J'en termine par un point plus précis en faisant un triple saut. L'idée qu'il y a un problème spécifique de la diversité sur l'ascenseur social. Deuxième saut, qu'une partie de ce problème
est lié, et ça a été évoqué par Marie, aux questions de discrimination. Et troisième saut, que une partie de cette discrimination touche davantage les Français de religion ou de culture musulmane. Donc, je ne parle que d'un aspect de ce sujet plus large, mais je parle de cet aspect-là parce que dans quelques semaines, avec Frédéric Potier et la DILCRA, nous allons sortir une enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population musulmane sur la question de la discrimination. On vient de recevoir seulement une partie des résultats, et donc je ne vous donne aucun chiffre, mais simplement une ou deux tendances qui m'ont frappé et par lesquelles je termine. Il y a une lecture rassurante possible de cette enquête, qui est que lorsque l'on interroge cette catégorie de la population sur son expérience concrète de la discrimination dans des situations, est-ce que dans votre établissement scolaire, est-ce que dans votre relation avec l'administration, les administrations, est-ce que dans une recherche de logement, est-ce que dans une recherche d'emploi, etc., etc. Vous avez été confronté, est-ce que d'abord vous avez été confronté à cette situation, est-ce que confronté à cette situation, vous avez été victime de discrimination? La lecture positive est que l'immense majorité de cette population répond non. Ça, c'est la lecture rassurante. Il y a une lecture moins rassurante dans ce premier survol, c'est que lorsqu'on regarde le déroulement de carrière, donc on est un peu plus sur cette question-là, on voit qu'il y a un pourcentage significatif de Français d'origine musulmane qui disent « j'ai été victime de discrimination ». Et quand on élargit le champ sur les questions d'exposition à des comportements racistes ou pire d'agressions liées à la religion, on voit que ça touche une partie significative et plus significative encore de cette population. J'ajoute un tout dernier mot. C'est pas seulement la religion, on voit qu'il y a un cumul ou une juxtaposition de discrimination. Les femmes sont davantage touchées pour la plupart de ces sujets que les hommes. Et il n'y a pas que la religion, puisque lorsqu'on les interroge aussi sur la discrimination liée à la couleur de la peau, on est à peu près au même niveau. Conclusion, on a fait sans doute des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci Gilles. Tu as mentionné le travail que tu faisais avec la DILCRA. Je donne la parole à Frédéric Potier qui va nous parler de la responsabilité de l'État et des missions de la DILCRA, et peut-être aussi, on avait évoqué en préparant par téléphone, peut-être aussi un témoignage personnel sur le travail au sein de ces équipes. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour cette invitation. Alors je dois dire que j'ai été très touché parce que pour parler de la diversité, inviter un homme blanc, hétéro, énarque, préfet, ça fait beaucoup de critères assez négatifs. Je pense qu'il y a deux choses qui me sauvent un peu, c'est ce petit accent du sud-ouest qui revient, qui trahit mes origines béarnaises. Et il y a surtout la fonction que j'occupe, puisque je suis délégué interministériel avec une fonction qui fait de moi un ovni dans l'appareil d'État, puisque je suis chargé de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Alors, on appelle cette délégation la DILCRA. C'est une structure très jeune, puisqu'elle a été créée en 2012. Il y a un nouveau départ qui lui a été donné en novembre 2014, notamment par Manuel Valls. Et donc moi, j'ai la chance d'animer une petite équipe d'une douzaine de personnes qui est chargée de coordonner, de piloter toutes ces politiques qui font appel à des personnes très différentes, avec des organismes très différents, comme des fondations. Donc on travaille très bien avec la Fondation Jean Jaurès, je le confirme, des associations et puis un certain nombre de ministères. Alors je crois que pour revenir à la question du jour, d'abord moi la diversité, je pense qu'il faut la prendre au sens le plus large possible, c'est-à-dire diversité sociale, diversité des origines, diversité des religions, diversité des diplômes, et je crois qu'en faisant ça, on obtient quelque chose d'assez intéressant.
Et avant de venir, je consultais un classement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le classement Choiseul, de l'Institut Choiseul, avec les 100 personnalités d'avenir des entreprises françaises. Et alors j'étais assez surpris, vraiment, de ce classement. Alors d'abord parce que j'y ai vu certains copains de promotion de l'ENA, moi j'y suis pas, donc j'étais un peu vexé, un peu jaloux, mais surtout parce que j'y ai trouvé finalement très très peu de diversité. Une diversité ethnique, des origines quasiment nulles. Et je ne vais pas faire du Pierre Bourdieu, mais j'y ai vu beaucoup de reproduction des élites, avec plusieurs fils d'eux très connus. Alors individuellement, j'en connais d'ailleurs certains, ils sont sans doute très bons, là n'est pas le sujet, mais quand on en prend 100 et qu'on en trouve quand même 4, 5, 6, 7 directement issus d'une lignée familiale, ça pose question sur le fonctionnement quand même d'un système. Et donc, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'on parle là d'un vivier, c'est-à-dire qu'on parle des moins de 40 ans dans ce classement Choiseul. Donc, on parle des personnes qui, demain, vont être amenées à prendre des fonctions imminentes dans des grands groupes français. Donc, je trouvais que le questionnement sur cette question de la diversité, il était particulièrement aigu. Et il est d'autant plus aigu que je pense, moi, que la diversité, c'est vraiment une chance. C'est une chance parce que c'est la diversité qui nous permet d'innover. Je ne sais pas comment on innove quand on se ressemble tous et qu'on a tous le même schéma de pensée. Je pense que cette diversité, elle nous permet aussi de mieux détecter les problèmes, de mieux anticiper les problèmes, et elle nous permet aussi de croiser les réseaux. Puisqu'on est au Cercle Colbert, ça permet aussi d'aller capter des idées, des réflexions qui viennent de milieux très différents. Et donc moi, j'ai essayé de m'appliquer en creux ces différentes conclusions. Et donc, à titre personnel, moi, je n'ai recruté que des gens qui ne me ressemblaient pas. Et donc, à la DILCRA, moi, ma secrétaire générale, elle s'appelle Cindy Léonie, c'est l'ancienne présidente d'SOS Racisme. Elle est diplômée d'une faculté de lettres, voilà. Et aujourd'hui, elle s'occupe chez moi du budget, de la RH et du processus administratif du paiement des subventions. Ce qui montre bien qu'on peut se former, qu'on peut faire tout à fait autre chose par rapport à sa formation initiale. Toujours dans la capacité à embaucher des gens très différents, moi j'ai des gens par exemple qui n'ont pas de diplôme. Voilà, j'ai un de mes collaborateurs qui est d'ailleurs très bon, qui a juste le bac. J'ai aussi recruté des gens qui avaient des diplômes universitaires très différents. Mon adjointe est historienne, elle est spécialiste de la résistance. Mais n'empêche qu'elle fait un excellent boulot de management, elle fait un excellent boulot de représentation à l'international. Et donc voilà, donc j'ai essayé moi de faire en sorte de recruter des gens qui ne me ressemblaient pas, et on a essayé aussi d'élargir ça, notamment aux stagiaires, parce qu'on s'est rendu compte, mais je pense tout comme vous, que notamment les stagiaires de 3e, puisque maintenant c'est quelque chose d'obligatoire, toutes les demandes de stage qu'on avait sur les stagiaires de 3e venaient presque exclusivement de la famille proche, des collaborateurs, et donc forcément le caractère endogame de ces stages était très prononcé. Et donc on a décidé l'an dernier de choisir délibérément un collège, c'est un collège de Pantin, de dire chaque année, nous cette semaine-là, on prend 2 collégiens de Pantin, de ce lycée. C'est pas un lycée, c'est un collège, pardon. Et les gamins étaient super. Alors, ils étaient vraiment super, et donc du coup on continue à les suivre, on continue à les aider, et donc on va faire ça encore cette année en février. Alors toujours sur la diversité, il y a alors je ne vais pas parler pour le ministère de l'Intérieur, mais peut-être pour le corps préfectoral plus précisément, cette volonté de diversification, elle a été très prononcée ces dernières années. Et donc c'est un corps qui historiquement était plutôt fermé et qui s'est beaucoup ouvert. Et donc dans le corps préfectoral, dans les sous-préfets, les préfets, vous trouvez maintenant des anciens directeurs de prison, des directeurs, des anciens directeurs d'hôpitaux, des officiers de gendarmerie, des commissaires de police. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment pensé, mis en place avec la constitution aussi de viviers, et notamment sur la féminisation du corps préfectoral. C'est quelque chose qui a été pensé de manière structurelle, avec non pas l'idée de bombarder à tel poste une jeune femme, mais plutôt de les préparer à occuper des fonctions supérieures. Et donc du coup la stratégie qui a été mise en place, ça a été de mettre ces jeunes femmes à des postes de responsabilité, comme par exemple secrétaire générale d'une très grosse préfecture dans le Nord ou à Marseille, ou sous-préfète d'une ville comme Le Havre, qui après leur permet assez facilement d'être nommées sur des postes à responsabilité. Alors ça, c'est un peu la pratique qu'on a essayé d'avoir en termes de ressources humaines. Maintenant, en termes de politique publique, alors moi je ne suis pas en charge justement de promouvoir la diversité, mais on le fait quand même un petit peu. Et c'est vrai qu'à la DILCRA, on subventionne à peu près 850 projets par an sur tout le territoire national. Et donc ça va des pièces de théâtre à la rencontre sportive, avec des guides, avec des fiches. Enfin, on a une palette d'actions assez
assez large. Et je voulais juste, pour terminer, citer deux partenaires avec lesquels nous, on travaille très bien et vraiment, je vous encourage à les contacter. Il y a l'Association française des managers de la diversité. Notamment, on a financé, nous, des guides sur les discriminations raciales, avec quelque chose qui est vraiment très opérationnel, avec des références au code du travail, avec des cas pratiques et des mises en situation. Donc, c'est vraiment un truc qui est vraiment très bien, l'Association française des managers de la diversité. Et l'autre association, c'est une association qui s'appelle l'Autre Cercle. Et là, c'est sur le sujet LGBT, donc qui vise à promouvoir l'inclusion des personnes LGBT en entreprise. Et donc on parlait là du caractère lié à la religion, Gilles, mais il y a aussi ce sujet de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et dans les tabous qui occupent beaucoup la société française, il y a l'homosexualité, mais il y a aussi les personnes trans. Et c'est vrai qu'accueillir les personnes trans en entreprise, gérer une conversion, ça peut être quelque chose d'assez sensible, d'assez compliqué. Et pour des managers, c'est pas du tout intuitif, même si on est animé de très grandes et de bonnes intentions. Donc voilà, je voulais juste citer ces deux partenaires parce qu'ils sont assez essentiels pour nous et je serais très heureux de répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça ajoute une dimension supplémentaire, que la diversité des parcours. Ça me faisait penser, quand vous évoquiez le fait que vous recrutiez des gens sans diplôme, ça me pensait à ce que, quand j'ai eu une discussion avec Saïd qui m'expliquait ce qu'était Mosaïque RH, il m'expliquait qu'il avait mis en place un système de tests pour mesurer des compétences en dehors des diplômes, ce qui me semble aussi évidemment très pertinent. Pour toujours la partie étape, peut-être d'une manière un peu plus opérationnelle, Charlotte Carcin, qui va nous parler des leviers de la puissance publique, notamment des labels. Donc on va revenir dans le monde de l'entreprise aussi, des labels d'incitation, voire de contraintes auprès des entreprises. Et on va reparler d'un sujet qui a été évoqué par Marie Perronnet, qui est la question de la mesure, avec l'index qui a été mis en place très récemment, l'index égalité professionnelle. Bien, bonjour à tous. Pour vous dire rapidement d'où je parle et ce que je représente aujourd'hui, donc la Direction générale du travail, c'est une direction qui est chargée d'écrire le droit du travail, les relations entre les employeurs et leurs salariés, et aussi de contrôler la bonne application de ce droit, en étant notamment l'autorité des inspecteurs du travail. Voilà. Et alors, il n'y a pas un droit à la diversité, vous l'avez très bien dit. Donc, en fait, l'administration que je représente se pose plutôt la question de quels sont les leviers, les outils juridiques les plus pertinents pour faire évoluer les pratiques dans l'entreprise, les pratiques RH, est-ce qu'on a vraiment des leviers? Et puis, comment on fait en sorte aussi que le droit qu'on écrit, et on en écrit beaucoup, et on nous reproche beaucoup d'avoir un code du travail qui est très gros, ne reste pas un droit de papier, mais vraiment effectivement une application dans les entreprises. Le premier levier qu'on a, je le rappelle parce qu'il est important, c'est un levier, je parlais de l'inspection du travail, qui est aussi un outil répressif. Le principe de non-discrimination, il est dans le Code du travail. La discrimination, c'est une infraction. Et les inspecteurs du travail sont là pour constater les infractions au Code du travail. Qu'est-ce qu'on constate dans les faits? Dans les faits, on a très peu de saisies, en fait, des salariés sur des questions de discrimination. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à étayer. C'est difficile à montrer, on n'a pas forcément l'intérêt. Alors il y a le salarié dans l'entreprise, lui vient voir l'inspecteur peut-être plus facilement, mais alors le candidat à l'embauche, lui, à quel titre vient-il? Donc on a peu de saisines, et en plus c'est des dossiers qui sont très difficiles à monter pour les inspecteurs, avec parfois beaucoup de déceptions dans les suites pénales. C'est très compliqué à montrer, et puis très souvent le PV il est classé. Donc ça, ce qui montre bien que c'est très important que ça existe, que les cas individuels soient traités par l'inspecteur et par les juges. Mais pour avoir vraiment un levier sur les pratiques de long terme, ça ne suffit pas. On a effectivement ensuite un certain nombre de labels qui sont plus de la valorisation de bonnes pratiques. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, il y a le label diversité qui permet effectivement de reconnaître les efforts menés par les entreprises particulièrement méritantes dans leur politique RH en matière de diversité. Il y a aussi le label égalité professionnelle en matière d'égalité hommes-femmes, qui sont des dispositifs importants, puisque ils nous permettent à la fois de reconnaître des bonnes pratiques, mais aussi de les connaître, tout simplement, et de les faire connaître. Donc là, c'est vraiment, c'est à l'opposé du répressif, c'est vraiment la bonne pratique.
le dernier levier, c'est que nous, on écrit des obligations pour les entreprises. C'est souvent le cas. Et on a des obligations de moyens et puis aussi parfois des obligations de résultats. Et là, donc, je vais témoigner plus sur cet aspect de l'index égalité professionnelle qui vient d'être mis en place donc, en 2019 par le ministère du Travail. L'idée de cet index, il est parti d'un constat, c'est que, alors vous avez là encore un principe dans le Code du travail, à travail égal, salaire égal, il est inscrit depuis 1972. Depuis, vous avez un droit très 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 bavard, puisque je crois que chaque gouvernement a écrit sur le sujet de l'égalité homme-femme dans le Code du travail. Donc vous ne vous y retrouvez pas. Et ça s'est généralement additionné, puisque c'est toujours délicat d'enlever quelque chose, mais donc c'est toujours plus facile d'en rajouter. Le fait est que les femmes gagnent en moyenne toujours 24% de moins qu'un homme, et on évalue à 9% les écarts qu'on n'explique pas par les conditions d'emploi. Partant de ce constat, ce que s'est dit le gouvernement, c'est qu'on va effectivement obliger les entreprises à mesurer ces écarts salariaux. Donc c'est la fameuse obligation de mesure, ce qui est plus facile sur ce type d'écart. Pour le coup, personne n'interdit les statistiques genrées, au contraire, on a tendance à les obliger aujourd'hui. En imposant une méthode qui soit unique et standardisée. Pourquoi ? Pour à la fois permettre aux entreprises de se comparer et d'être comparées. On est bien sur un enjeu d'image. Ensuite, on va rendre obligatoire la publication de ces résultats. Donc sur le site internet de l'entreprise, et pour le détail des indicateurs de cet index, le donner aux organisations syndicales. L'idée, c'est bien de permettre d'être transparent et de permettre une discussion collective sur le sujet. L'autre critère, c'était d'avoir un indicateur et des indicateurs assez simples et opérationnels. C'est une DRH à qui on a confié la mission de les élaborer. L'idée, c'est que tout DRH soit capable de les calculer sans faire appel à un statisticien ou à un cabinet qui va lui coûter cher. Et enfin, mais ce n'est pas le moindre des conditions, on a créé une obligation de résultat. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'obligations de moyens dans le Code du travail. Il fallait négocier, fallait donner des indicateurs déjà dans le bilan social. Mais là, pour la première fois, on a donné une mesure et dire, au-delà de ces 75 points, et dans ce cas-là, c'est mauvais. Votre résultat, il est mauvais. Donc vous êtes obligé d'avoir des mesures correctives, de prouver que vous en prenez. Et si dans 3 ans, vous avez toujours un mauvais résultat, on vous appliquera une sanction financière qui va jusqu'à 1% de la masse salariale. Ce qui est assez nouveau. J'avoue que le cabinet de la ministre nous a dit vous allez créer une obligation de résultat. Première réaction, on les a quand même regardés en disant mais vous êtes complètement fous. Et finalement, on l'a fait. Alors, quel est le contenu de cet index ? Il y a bien sûr un indicateur sur les écarts salariaux, mais on s'est vite rendu compte que ça ne suffit pas, qu'il fallait aussi des indicateurs sur les principaux leviers qu'on pouvait mobiliser. Donc maintenant, on a un indicateur sur les augmentations, les promotions. Est-ce que les femmes de retour de congé maternité ont été effectivement augmentées, ce qui est une obligation comme les autres, ce qui est une obligation du Code du travail ? Et un dernier indicateur qui est intéressant, qui est l'indicateur sur le plafond de verre, qui est très simple, c'est combien vous avez de femmes dans les 10 personnes qui sont le mieux payées dans votre entreprise. Alors, il est infaillible, il est très facile à calculer. Et c'est l'indicateur où les entreprises ont eu le plus mauvais résultat. C'est-à-dire qu'on a 50% des entreprises qui ont eu 0 sur 10. C'est-à-dire qu'elles ont au mieux une femme dans le top 10 des plus hautes rémunérations. Sachant que plus l'entreprise est grande, moins ses résultats sont bons. On sait que les PME sont, de ce point de vue-là, bien meilleures que les grands groupes où les places sont plus chères. Mais c'est pas si étonnant que ça, finalement. En conclusion, donc, c'est un index un peu nouveau en termes. Alors, il y avait déjà des obligations de résultats, notamment sur l'emploi des personnes handicapées, où là, vous avez, vous savez, des sanctions financières, une obligation d'emploi. Là, c'est assez nouveau. On va voir, il est un peu trop tôt pour évaluer l'impact. On verra dans 3-4 ans si effectivement, statistiquement, on voit un impact. Ce qui, finalement, nous a fait plaisir, c'est d'avoir plusieurs DRH qui nous ont dit « bon, l'outil est bien pensé, on y arrive bien ».
Et puis, ça nous a permis de lancer un débat et d'intéresser nos dirigeants. C'est un indicateur public. Et de mobiliser en dehors des spécialistes des RH. Et nous, quand on nous dit on a réussi à mobiliser un peu en dehors du cercle des RH qu'on voit tous les jours et qui sont quand même assez sensibilisés à ces enjeux de diversité, on estime qu'on a déjà un peu gagné. Voilà. Merci beaucoup. La question de la mesure est transversale. Je crois que tout le monde a plus ou moins parlé de la question de la mesure. Et je crois que vous allez aussi l'évoquer pour la question des nominations et statistiques générales tout à l'heure. Voilà. Et puis, donc je vous donne la parole. Je crois que vous voulez nous parler de la politique de la diversité au sein du ministère de la Défense et de l'Intérieur, puisque la gendarmerie est, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis quelques années rattachée au ministère de l'Intérieur quasiment exclusivement. Voilà. Je mentionne aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que vous étiez, est-ce que vous m'aviez précisé, que vous étiez présidente de l'association des femmes du ministère de l'Intérieur. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Cercle Colbert de m'avoir convié à participer à ces échanges très riches. Alors, j'évoquerai en fait effectivement un témoignage à la fois plus personnel, mais surtout avec deux casquettes différentes. La première en tant que général de gendarmerie, aujourd'hui dans une fonction d'inspectrice générale de l'administration, donc appartenant au ministère de l'Intérieur, mais après avoir longtemps appartenu au ministère de la Défense et aujourd'hui donc ministère des Armées, et avoir donc une vision sur l'engagement de ces deux ministères en matière de diversité. Et c'est effectivement le premier aspect de mon intervention. Et puis, deuxième casquette, celle effectivement de présidente de l'association des femmes de l'intérieur, donc association transversale au sein du ministère de l'Intérieur qui rassemble les femmes en responsabilité, qui un jour se sont dit, voilà, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la modernisation du ministère d'abord, de sa performance, et puis aussi tout simplement de l'égalité professionnelle, notamment pour aider les femmes à accéder à des postes à responsabilité au sein du ministère. Alors d'abord sur le premier témoignage, c'est véritablement l'engagement de nos ministères, quels qu'ils soient, poussés par l'ensemble du gouvernement sur ces questions de diversité. Alors c'est à la fois la diversité dans son ensemble, mais vu davantage du côté étatique, enfin en tout cas je le constate, sous le prisme de la lutte contre les discriminations dans leur ensemble. Mais c'est aussi la promotion de la diversité et bien sûr aussi la promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Dans ces domaines-là, on a beaucoup légiféré, lois, textes réglementaires. Les actions interministérielles se sont multipliées, notamment ces dernières années. J'en citerai seulement quelques-unes, notamment pour la fonction publique. Les protocoles d'accord sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, dont le premier remontait à 2013 et la dernière version date de la fin de l'année 2018. Ce sont des protocoles qui s'appliquent à tous les ministères et sur lesquels chacun des ministères a décliné à sa façon des protocoles avec les organisations syndicales et puis des feuilles de route ministérielles sur la thématique de l'égalité professionnelle d'abord, et puis aujourd'hui davantage tournée vers la diversité, l'égalité d'abord parce qu'en 2015 il y a eu une feuille de route interministérielle qui s'intitulait Égalité et citoyenneté, la République en acte, et donc qui a demandé aux différents ministères d'être plus vertueux et plus dynamiques dans ces politiques. Et sur cette base notamment, le ministère de l'Intérieur s'est lancé en 2017 sur l'obtention des labels diversité et égalité professionnelle qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc le ministère a obtenu ces deux labels en juillet 2018.
Alors en fait, derrière le label, moi j'y vois surtout une obligation pour nos administrations de devoir faire un diagnostic précis de la discrimination dans les rangs de l'administration. C'est aussi l'obligation de faire un état des lieux précis des procédures RH qui permettent justement de lutter contre les discriminations. Et enfin, c'est mettre sur la table les mesures correctrices qui doivent être mises en œuvre pour corriger les éventuels écarts. Donc, label obtenu en 2018. Pour le label diversité, une clause de revoyure cette année, parce que le label n'a pas été obtenu en totalité. Le ministère de l'Intérieur avait un certain nombre de critères défavorables qu'il devait absolument corriger, avec donc une clause de revoyure et de révision éventuelle de l'obtention du label diversité aujourd'hui. Mais malgré tout, donc, c'est important de souligner cet engagement, cet élan donné qui a été ensuite décliné en actions concrètes. C'est-à-dire derrière des comités de suivi, des plans d'action, une mesure et une évaluation de chacun des axes d'effort et des actions concrètes menées, des plans de communication sur la diversité, l'égalité professionnelle, des plans de formation. Et aujourd'hui, c'est plus de 25 000 agents du ministère de l'Intérieur qui ont été ou sensibilisés ou formés à la diversité, à la réalisation d'actions concrètes. Ce sont aussi véritablement des actions, je dirais, d'engagement dynamique par des pratiques innovantes, par des réflexions de ressources humaines, par des changements également de procédures, de nomination. Et puis c'est aussi le respect d'un certain nombre d'obligations légales, comme par exemple le respect des obligations de la loi Sauvadet, qui impose aux administrations de l'État des pourcentages genrés pour les primo-nominations pour un certain nombre de postes à responsabilité. Donc au final, une vision finalement très, très positive de cet engagement. Et c'est vrai aussi pour le ministère des Armées, avec un plan mixité récent, très volontariste, avec des pressions fortes sur la politique de nomination aux postes à responsabilité, avec également une politique de longue date sur la diversité pour en particulier diversifier l'origine sociale et en général l'ensemble des recrutements. Pour autant, le constat que je fais derrière, et avec les adhérentes de l'association Femmes de l'Intérieur, c'est que nous avons encore beaucoup de marge de progrès. Vous le soulignez en conclusion de votre intervention. Oui, beaucoup de marge de progrès parce que derrière, eh bien, on s'aperçoit que dans nos ministères régaliens, il y a d'abord un gros problème d'attractivité. Aujourd'hui, nous recrutons peu dans certaines catégories sociales, certaines catégories de population. Nous attirons peu les femmes. Nos métiers, notamment les métiers opérationnels du ministère de l'Intérieur comme du ministère des Armées, ne sont pas forcément très sexy, si je puis dire, pour certaines populations. Et cela pose des questions véritables de recrutement pour l'avenir, d'enjeux de recrutement. Je rappelle que 50% de nos hommes à recruter sont des femmes, et c'est important pour nous. C'est aussi des problèmes de mentalité, de stéréotypes, de préjugés qui sont encore à l'œuvre très fortement dans des ministères où l'autorité virile, la force est une notion valorisée et où finalement les profils de certains ou certaines ne correspondent pas forcément à l'image que l'on se fait des agents de ces ministères. Et puis c'est aussi véritablement la question des procédures, la manière véritablement dont on met en œuvre les politiques. Et si je prends quelques exemples, ils sont assez significatifs. Aujourd'hui, effectivement, le ministère de l'Intérieur atteint le chiffre des 40% de primo-nomination pour les postes à responsabilité qui sont concernés par cette politique. En fait, finalement, seulement des postes à haute responsabilité dans le corps préfectoral
et parmi les commissaires de police, ainsi que les administrateurs civils, mais d'autres corps du ministère ne sont pas concernés par la loi Sauvadet. Et pour atteindre le chiffre quantitatif, eh bien l'année dernière, en 2018, le ministère a nommé très rapidement, à la toute fin de l'année, à la mi-décembre, a nommé la dizaine de femmes qui lui manquaient pour atteindre l'effectif, en allant chercher ces femmes sur des tours extérieurs, donc des recrutements faciles pris sur étagère, mais qui lui ont permis d'atteindre les chiffres visés, sans pour autant travailler véritablement sur l'existence des viviers, les compétences des femmes déjà présentes au sein de nos administrations. Autre exemple, un rapport de situation genrée qui est fait effectivement chaque année par le ministère, rapport donc qui présente les écarts de situation entre hommes et femmes, énormément de statistiques, très difficilement comparables entre les différents corps du ministère, très peu d'analyse finalement sur le pourquoi de ces écarts, et aucun levier d'action qui véritablement va permettre d'impulser des mesures correctrices. Autre exemple encore, aujourd'hui, au sein du ministère de l'Intérieur, aucun directeur général, aucun grand directeur d'administration centrale, aucun chef d'établissement public n'est une femme. Il n'y a que des hommes sur ces postes. Et malgré des années de mise en œuvre de nominations équilibrées, de politiques sur l'égalité professionnelle homme-femme, sur la diversité dans son ensemble. Et une des problématiques majeures, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nos administrations travaillent sous une obligation légale, sous l'impulsion de l'ensemble du gouvernement. Pour autant, quelle est la conviction réelle de nos dirigeants, quelle est la conviction réelle des directeurs d'administration centrale sur la richesse de la diversité, sur cette ouverture des talents à tout un tas de milieux, sur l'intérêt d'avoir des femmes pour changer aussi le regard sur les décisions à prendre, sur la gestion des risques, sur un certain nombre de choses. Cette conviction-là, aujourd'hui, elle n'est pas encore véritablement assumée et mise en avant par nos responsables. Donc derrière, effectivement, on peine à faire changer en profondeur les choses, on peine à construire de vraies politiques avec la montée en compétences de personnes, des viviers, le recrutement de jeunes talents. Voilà, encore énormément de marge de progrès pour nos ministères régaliens.